Cette semaine, dans Carnet de santé, un regard sur les exigences uniques des soins médicaux en cas de catastrophe. Et qu'implique une réponse efficace en cas de catastrophe? Un expert fait la lumière. De plus, un seul cardiologue pour 200 000 habitants, c'est à Sao Tomé et Principe. Enfin, les scientifiques ont produit de l'eau purifiée et de l'hydrogène à partir de l'eau polluée. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Une catastrophe peut survenir à tout moment. Ouragans, inondations, tremblements de terre, ce sont certaines catastrophes naturelles qui peuvent se déclencher sans prévenir et provoquer le chaos. Chaque année, des millions de personnes dans le monde sont touchées par des catastrophes naturelles ou d'origine humaine, selon les Instituts nationaux américains de la santé, NIH. Ces phénomènes dévastateurs ont un impact direct sur la santé des populations, entraînant des traumatismes physiques et émotionnels. Ils peuvent causer notamment des décès, des blessures graves, un risque élevé de maladies transmissibles ou chroniques, ainsi que la destruction d'infrastructures, par exemple les centres de santé, ce qui rend difficile la fourniture de soins à ceux qui en ont besoin. On commence en Afrique du Nord où, en l'espace de 4 jours, l'ouest du Maroc et l'est de la Libye ont été touchés par 2 catastrophes naturelles meurtrières. C'est un reportage d'Emmanuel Mouadjidibaye. La médecine de catastrophe est une médecine exceptionnelle. Elle n'intervient que dans des situations où il y a un nombre trop élevé de victimes, mais aussi quand il y a des quantités importantes de cas à gérer. C'est une médecine d'abord qui ne s'occupe pas que de la santé. Ça, c'est vrai, il faut soigner les malades. Mais c'est une médecine qui est somatique, mais aussi sociétale, parce que ça engendre beaucoup de dégâts derrière au niveau de la société. Et enfin, c'est une médecine qui est psychocomportementale, où on doit aussi s'occuper pas que des victimes, mais aussi des indemnes. Mais avant que la médecine de catastrophe n'intervienne, il y a les secouristes qui jouent également un rôle important. C'est eux qui aident les médecins spécialistes à bien prendre soin des victimes, des patients. Dans cet échange, il y a toujours un processus d'échange d'informations pour s'assurer que ceux qui reçoivent le patient savent qu'est-ce qui s'est passé le plus que possible, qu'est-ce qu'on avait fait entre-temps, quel traitement est-ce qu'on avait donné pendant le transport et comprendre un peu la situation. Quand la médecine de catastrophe prend la main, elle utilise différents protocoles en fonction de l'ampleur de la catastrophe. Pour des petites catastrophes, on va juste déclencher un plan d'urgence au niveau de l'hôpital pour accueillir des afflux massifs de victimes, ce que nous appelons le plan blanc. Pour des catastrophes d'envergure moyenne, intermédiaire, on va déclencher ce que nous appelons le plan rouge, ou maintenant on l'appelle plan NOVI, nombreuses victimes. Par contre, lorsqu'il y a une catastrophe à grande échelle, comme justement le séisme, on va déclencher un plan qui s'appelle le plan ORSEC. ORSEC, c'est quoi? Organisation des secours. La réussite de l'intervention de la médecine de catastrophe dépend de la bonne coordination avec les autres acteurs impliqués au sein du PCF, poste de commandement fixe. Au Maroc, ces acteurs sont les responsables de la protection civile, de la police nationale, de la gendarmerie royale, de la direction régionale de la santé, de la direction du SAMU, service d'aide médicale urgente, et de la plus grande structure hospitalière proche du lieu de la catastrophe. Kieran Donnelly est vice-président principal pour la réponse aux crises auprès de l'International Rescue Committee. Il explique ce qu'implique une réponse efficace en cas de catastrophe. Les priorités immédiates sont l'assistance médicale, l'aide et la garantie que les gens s'occupent de traiter les survivants. De nombreux services de santé dans ces régions ont été endommagés et détruits. Ils ont perdu leurs produits pharmaceutiques et d'autres équipements.
Il s'agit donc de faire venir des médecins et des infirmières dans la région, de transporter le personnel du ministère de la Santé dans les zones touchées, d'acheminer les produits pharmaceutiques et le matériel médical, mais aussi de fournir les articles de première nécessité dont les gens ont besoin, des ustensiles de cuisine, des couvertures. Ils ont tout perdu. La priorité est donc d'aider les survivants et les Libyens, aider ceux qui ont besoin d'une assistance immédiate. Mais, comme je l'ai dit, un effort de reconstruction plus important sera nécessaire. Nous sommes très préoccupés par le risque de choléra et d'autres maladies. Non seulement l'approvisionnement en eau et les infrastructures ont été détruits, mais les réseaux d'égouts endommagés, les installations de traitement des déchets, les carburants, les véhicules, les stations-service endommagées ont également provoqué une contamination importante. Ainsi, l'eau, lorsqu'elle est disponible, n'est certainement pas propre et elle met les gens en danger et ce risque augmentera au fil du temps. La purification de l'eau est un sujet que nous explorons avec certains partenaires pour voir comment nous pouvons aider les autorités libyennes et les communautés libyennes à purifier l'eau à plus grande échelle. En ce qui concerne les développements futurs, comment se prémunir contre la répétition d'une telle situation. De toute évidence, dans le cas présent, la majeure partie des dégâts a été causée par l'effondrement des 2 barrages et il est donc essentiel d'assurer un entretien adéquat des infrastructures publiques. Nous savons qu'avec la crise climatique, les phénomènes météorologiques extrêmes, les pluies torrentielles et les inondations risquent d'être plus fréquents. Par conséquent, les infrastructures mises en place il y a plusieurs décennies ne sont souvent plus adaptées à leurs fonctions et même lorsqu'elles sont bien entretenues, ce qui n'est souvent pas le cas dans de nombreux pays, elles ne sont plus adaptées aux menaces auxquelles elles sont susceptibles d'être confrontées. Nous voulons savoir de quelles ressources vous disposez dans votre maison pour faire face à une urgence médicale. Que feriez-vous et quelle est l'efficacité de l'intervention médicale d'urgence dans votre communauté? Voici quelques réactions obtenues à Abuja, au Nigeria. Les ressources que j'ai à la maison en cas d'urgence, j'ai mes moyens de premier secours en cas de problème médical. J'avais également dans l'état de Lokogoma, dans le district d'Abuja. Et vous devez avoir un numéro d'urgence à appeler en cas de crime ou de vol pour que vous puissiez joindre la police ou les services de sécurité de l'État en cas d'urgence. J'utilise mes ressources personnelles. Je n'ai pas d'autres ressources que mes propres ressources. Je n'ai rien de spécial. Je vais au centre de santé en cas de blessure ou si j'ai mal à la tête, j'ai du Panadol à la maison et j'ai aussi quelques antibiotiques. Qui appelez-vous ou que faites-vous en cas d'urgence médicale? Je n'appelle personne, je me précipite à la clinique parce que je n'ai personne à appeler. Je me dépêche d'aller à la clinique. Seulement du paracétamol. Chez moi. Rien d'autre. Tout ce que j'ai, seulement du paracétamol. À chaque fois que je ne me sens pas bien, j'appelle mon petit ami et il m'emmène à l'hôpital. De quelles ressources disposez-vous à la maison en cas d'urgence médicale? Je n'ai que du paracétamol et quand j'ai mal à l'estomac, j'utilise ma propre médecine traditionnelle. Les experts recommandent certaines mesures pour vous préparer et protéger votre famille en cas de catastrophe. Selon l'organisation Habitat for Humanity, identifiez tout d'abord quels types de catastrophes sont les plus susceptibles de se produire dans votre région et découvrez comment vous préparer pour chacune d'entre elles. Organisez ensuite une réunion de famille pour échanger sur les mesures à prendre en cas d'urgence. Préparez-vous, par exemple, en gardant une trousse d'urgence à portée de main et en suivant une formation en premier secours ou en RCP. Enfin, répétez régulièrement votre plan avec votre famille. Pour plus de détails, visitez le site web de Habitat for Humanity à l'adresse habitat.org.
La nation insulaire africaine de Sao Tomé et Principe ne compte qu'un seul cardiologue pour environ 200 000 habitants. C'est le docteur Myriam Cassandra. Oscar Medeiros de la VOA nous en dit davantage dans ce reportage raconté par Blanche Sanou. Jerzy Borges raconte avoir parcouru plus de 1500 km en bateau de l'île de Principe à l'île de Sao Tomé pour demander l'aide du seul cardiologue de l'archipel, le docteur Myriam Cassandra. J'habite à Principe et nous n'avons pas de cardiologue. J'ai toujours les pieds enflés. J'ai eu tellement de rendez-vous médicaux, d'examens, mais ils n'ont pas pu savoir ce que j'avais. Alors le médecin m'a transféré pour que je puisse être consulté par le docteur Myriam. Le docteur Myriam Cassandra est la seule cardiologue des plus de 200 000 habitants de Sao Tomé et Principe. Elle reçoit 20 à 25 patients par jour. Il s'avère qu'il s'agit d'une surcharge importante dans le sens où il faut toujours être disponible pour résoudre les problèmes et c'est un lourd fardeau de savoir que toutes les personnes qui développent des problèmes cardiaques peuvent avoir besoin de moi. Les maladies cardiovasculaires constituent la pathologie numéro 1 dans le seul hôpital du pays, affirme le ministère de la Santé de Sao Tomé et Principe. Le ministre de la Santé, Celso Junqueira, a déclaré qu'il fallait faire davantage pour former le personnel et également solliciter l'aide d'autres partenaires étrangers. Nous avons déjà manifesté notre intérêt auprès de partenaires comme le Portugal, l'OMS et même Cuba pour pouvoir investir davantage dans la formation dans ce domaine en tenant compte du fait que la demande augmente. Dans la plupart des cas qui nécessitent une évacuation vers le Portugal, les patients finissent par mourir, explique le docteur Cassandra. Nous avons des patients qui attendent depuis presque 1 an et leur état se détériore. Nous avons beaucoup de cas comme ça et ça empire. C'est très alarmant. Après environ 2 ans de fonctionnement dans des installations de fortune, le service de cardiologie de l'hôpital ARS de Meneses a récemment été réhabilité. Mais Cassandra estime qu'il reste encore beaucoup à faire pour moderniser l'hôpital. Des chercheurs de l'Oregon State University ont développé un procédé qui utilise de l'eau polluée pour produire de l'hydrogène tout en purifiant l'eau. Julie Tabot de la VOA raconte certains progrès réalisés dans le domaine des combustibles fossiles. Récit Mohamedou Humfa. De l'alimentation de nos véhicules à la production d'électricité pour nos maisons et nos entreprises, l'hydrogène vert est un carburant propre qui est de plus en plus utilisé dans diverses industries. La majeure partie de l'hydrogène provient d'un processus chimique utilisant du gaz naturel qui génère beaucoup de dioxyde de carbone. En revanche, l'hydrogène vert peut être produit par des énergies renouvelables telles que l'énergie éolienne ou solaire sans émission de carbone. Il peut être extrait aussi bien de l'eau douce que de l'eau de mer. Et maintenant, des chercheurs de l'Université de l'État de l'Oregon ont développé un système pour produire de l'hydrogène à partir de l'eau contaminée par des herbicides que l'on trouve couramment dans les fermes, tout en purifiant l'eau par la même occasion. L'eau est essentielle à la vie, mais consommer de l'eau contaminée peut avoir de graves effets sur notre santé. Pour les agriculteurs, par exemple, cette technologie peut être utilisée pour purifier l'eau tout en utilisant de l'hydrogène pour alimenter leurs fermes. Par exemple, le matériel agricole. Les États-Unis prennent des mesures plus audacieuses pour mettre notre secteur énergétique sur la voie de zéro émission d'ici 2050 au plus tard. L'hydrogène propre est au cœur des efforts de l'administration Biden en faveur d'un avenir énergétique plus propre, alors que de plus en plus de pays explorent l'hydrogène comme source alternative de carburant. L'une des principales raisons, et les pays le reconnaissent, pour atteindre leurs objectifs climatiques, ils auront besoin de molécules sans carbone telles que l'hydrogène. L'hydrogène offre vraiment cette polyvalence pour de multiples applications. C'est ce qui motive les initiatives innovantes en matière d'hydrogène dans les secteurs publics et privés en tant que source alternative de carburant pour l'avenir. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur X, autrement dit Twitter, @linormoudou.
Merci de votre fidélité à Carnet de santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. À bientôt.